des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. En Irlande du Nord, le jardin de Mount Stewart naît au début du XXe siècle. Lady Edith Londonderry, une aristocrate anglaise, veut faire de Mount Stewart un havre de paix, loin de Londres et de son agitation. Elle crée un jardin unique, sans l'aide de paysagistes, où sa fantaisie et son exubérance s'expriment en toute liberté. Elle imagine des jardins italiens, des jardins arabo-andalous, tout en restant iconoclaste et en s'affranchissant des modèles de l'époque. Frances Bailey est la conservatrice de Mount Stewart. Pour elle, le jardin et le manoir de Lady Edith sont le reflet de sa personnalité non conventionnelle. Frances, ici, on voit très bien comment Lady Londonderry utilise les plantes grimpantes, les magnolias, les rosiers, les jasmins, pour fabriquer une forme de réconciliation entre une architecture néoclassique, un peu ronflante, des colonnes doriques, des frontons, des portiques, et le reste du jardin. Oui, cette connexion entre la maison et le jardin est centrale à Mount Stewart. Lorsqu'ils sont arrivés la première fois, la maison était dans un style très victorien, assez terne. La pierre était noire avec du lierre dessus. Cela ne donnait pas un aspect très exaltant à la maison. Mais le fait que maintenant elle soit recouverte de ces plantes fantastiques et la façon dont elles ont poussé avec une telle abondance, c'est comme si Circé la sorcière les avait enchantées avec ses pouvoirs magiques. Dans l'Odyssée, Circé ensorcelle Ulysse et ses compagnons pour les retenir sur son île. Lady Edith s'amuse à se comparer à la magicienne et son jardin à une île enchantée, un endroit merveilleux capable de faire oublier à ses invités la réalité de l'entre-deux-guerres. Elle avait vraiment conscience, tout comme son mari, de ses responsabilités sociales. C'étaient des aristocrates qui venaient de grandes dynasties. Ils savaient qu'ils avaient un rôle à jouer dans la politique du pays. Ils prenaient ces rôles très au sérieux. Elle a mis en place la Légion des femmes. C'était un formidable auxiliaire de guerre féminin qui avait un rôle très important. Ces femmes conduisaient des ambulances, dirigeaient des centres de distribution de nourriture. Tout ce stress dû aux pressions politiques de Londres pouvait être oublié ici lorsqu'elle venait à Mount Stewart. Alors, Frances, ici, même si on a tous les attraits d'un salon mondain, on est plutôt dans un laboratoire, véritablement dans un atelier d'artiste. Oui, on peut dire ça. C'est le lieu où elle travaillait sur les plans de son jardin. Elle dessinait ses plans ici, coloriait ses schémas. Elle s'intéressait beaucoup aux couleurs. C'était une part essentielle du jardin pour elle. Si elle avait pu peindre les odeurs, elle l'aurait fait. Les odeurs étaient très importantes pour elle. Elle s'impliquait concrètement dans le processus du début à la fin. C'est un jardin où elle pouvait complètement donner libre cours à son imagination et à sa créativité. Et même si on a ces terrasses italiennes et ces structures classiques que l'on reconnaît bien, on trouve aussi des créatures fantastiques. C'est vraiment un style extrêmement imaginatif.
Le jardin italien est un exemple de la créativité de Lady Edith. Elle y détourne la forme classique de parterre de fleurs, ordonnée dans des haies de berbéris, de bruyères et de buis. Jardinière à Mount Stewart, Lisa Rees Robertson entretient cet espace central du domaine, selon l'esprit de Lady Edith. Alors Lisa, les essences, les arbustes, les vivaces qui permettent de cerner les parterres ici, ne sont pas les essences qu'on a l'habitude de rencontrer dans un jardin à l'italienne. Non, et c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait beaucoup de hauteur dans son jardin. Les jardins à l'italienne sont beaucoup plus plats, vous n'avez que des parterres. C'est plus haut ici. Cela pourrait être un labyrinthe. Lorsque vous êtes au milieu des haies, vous ne voyez pas les personnes qui sont à l'intérieur. Et c'est ce qu'elle voulait, de la hauteur. Elle voulait des plantes flamboyantes, des massifs importants. Et vous vous amusez même à jouer avec des plantes qui d'habitude ne sont pas des plantes qu'on utilise en hauteur, comme les géraniums, les pélargoniums. Ici, on a essayé de les travailler dans la hauteur. C'est quelque chose que nous aimons beaucoup faire, on aime s'amuser. Nous travaillons comme Edith le faisait. Elle joue avec les plantes, par la taille, la forme. J'essaie de donner davantage d'intérêt au parterre en utilisant différentes textures et différentes formes. Et les odeurs. Et les odeurs, bien sûr. Quand je jardine ici, je suis ce livre, c'est ma ligne directrice. Ce sont les couleurs originales des schémas dessinés par Edith elle-même. Elle concevait donc le jardin elle-même. Alors quelle était l'idée de se dégrader? C'est-à-dire qu'on part là du rouge vif, au cœur du jardin, vers un violet très clair, presque pastel. Je pense que comme nous sommes à l'ouest, les couleurs devaient représenter le coucher du soleil. Ce sont les couleurs du soleil qui se couchent. Cela va de ce rouge vibrant à l'obscurité. Mais aussi l'information là, c'est juste violet. C'est pas ail ornemental. Oui, elle donnait des suggestions de fleurs qu'elle avait plantées. Mais d'une manière générale, nous nous appuyons beaucoup sur ce livre. Finalement, ça doit être un honneur d'avoir une telle marge de créativité ici à Mount Stewart. C'est une inspiration pour moi. C'est un lien qui montre qu'Edith était une novice, elle aussi, et je me sens assez proche d'elle. Il faut accepter de faire des erreurs. Et je pense que c'était l'idée de ce jardin pour Edith. Pour elle, c'était un terrain d'expérimentation. Les plantes pouvaient rendre plus ou moins bien. Si ce n'était pas le cas, elle les enlevait et en mettait de nouvelles. Le manoir de Mount Stewart domine la baie de Strangford. Le perron ouvre sur un axe qui traverse le jardin italien, puis le jardin andalou. À l'ouest se situe le Shamrock Garden ainsi que le Sunk Garden, entouré d'une pergola. Au-delà se trouve le sous-bois jardiné. Au nord, le domaine s'ouvre sur un vaste lac. Le nord-est du domaine abrite le jardin de fougères. Un chemin mène à la sépulture des Londonderry. Lady Edith reçoit à Mount Stewart les grands personnages de son époque. Son cousin par alliance, Winston Churchill, ou son ami Lord Ramsay MacDonald, Premier ministre du Royaume-Uni, sont des habitués.
Lady Edith invente même un club, le club de l'Arche de Noé. La maîtresse de maison, devenue Circé la magicienne, transforme et rebaptise symboliquement ses invités en animaux. Hélène Elder est guide bénévole à Mount Stewart. Elle s'amuse à déchiffrer les références de ce jardin plein d'humour. Hélène, dans un jardin à l'italienne, on s'attend à rencontrer plutôt des Vénus, des muses. Et ici, la statuaire, ce sera plutôt des dodos, des dinosaures, des cochons, des lièvres et des orang-outans. Oui, je crois que c'est ça qui rend le jardin italien de Lady Edith si différent des autres. On retrouve toutes sortes de statues d'animaux, comme par exemple le dodo, qui est une référence au père d'Edith, ou Charlie le chat, le mari d'Edith, qui était quelque peu coquin. Lorsque vous faisiez partie du Ark Club, le club de l'Arche, on vous donnait un nom qui reflétait votre personnalité, ou qui était une allitération de votre nom, comme Alistair l'alligator, le neveu de Lady Edith, ou Ruby le lapin, un ami de la famille. Tout le monde était représenté ici. Ce club de l'Arche a été créé par Edith comme un lieu de divertissement, loin de la guerre pour tous les proches de la famille. Ils se retrouvaient ici pour déjeuner, dîner ou participer à des bals. Ils se détendaient l'après-midi pour oublier quelques instants leurs soucis de la guerre. Ils avaient des conversations agréables dans les jardins, jouaient au bridge et dansaient le soir. Est-ce que la magie que Lady Londonderry a souhaité fabriquer, la magie qu'elle a mis en place dans ce jardin, est encore palpable selon vous aujourd'hui ? Oui, il y a véritablement une magie à l'œuvre dans ce jardin, qui est tout le temps si différent. Vous venez un jour, quelque chose est en fleurs. Le jour suivant, une autre partie du jardin fleurit, un arbre bourgeonne. Il y a donc toujours cette sensation un peu mystique, presque magique. Le charme de Lady Edith imprègne les différents jardins de Mount Stewart. Le promeneur est constamment surpris dans sa déambulation par des associations de plantes inhabituelles. En retrait du jardin italien, une collection de lys d'Himalaya est plantée dans le sous-bois jardiné, sous les frondaisons des grands arbres. On a le sentiment d'entrer dans un monde imaginaire, tout droit sorti d'un conte pour enfants. Pépiniériste de Mount Stewart, Alan entretient la collection de lys. Alan, Lady Londonderry avait beaucoup d'affection pour ce lieu, le Lilywood Garden. Quelle est sa spécificité? Comment on fabrique cette atmosphère? Un sous-bois jardiné est une collection de plantes qui poussent à l'ombre des arbres. C'est un endroit qui semble naturel, mais où l'homme intervient. En le regardant, on doit avoir l'impression que personne n'a travaillé là, que c'est arrivé tout seul. Selon moi, la clé, c'est d'avoir une grande diversité de plantes. Il est important d'avoir de la place et d'utiliser de très nombreuses plantes. Ce n'est pas chose facile, car la plupart des plantes qui sont ici sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi nous faisons appel à des chasseurs de plantes ou des agences qui collectionnent les graines pour former cette collection de plantes très diverses. Et ce qui est étonnant aussi, c'est d'avoir associé le lys et la situation de sous-bois. Nous faisons tout pour garder les idées initiales de cette femme extraordinaire qu'était Lady Edith. Elle voulait un sous-bois parsemé de fleurs de lys. Certains disent que c'est une idée étrange,
Mais nous voulons préserver ce qu'elle faisait, en continuant à croire que c'était une excellente idée. Cela marche particulièrement bien lorsqu'il y a un important panel de couleurs comme ici, où l'on peut apercevoir au loin des taches de lumière. On distingue soudain au milieu de cet environnement vert des teintes couleur crème, orange ou rose, toutes ces couleurs magnifiques. L'imagination de Lady Edith la pousse à se lancer dans la plantation d'espèces rares. Ces expérimentations sont rendues possibles grâce à la situation unique du domaine, protégé des vents violents de la baie par une immense barrière d'arbres. Neil Porteus est chef jardinier depuis 5 ans. Comme Lady Edith, il a appris à jouer avec le climat du domaine. Neil, à quoi ressemblait le domaine de Mount Stewart lorsque Lady Londonderry arrive en 1921? Elle est venue ici alors qu'elle était en convalescence de l'appendicite. Elle a d'abord trouvé ce lieu affreusement sombre, froid et lugubre. C'est parce qu'il y avait de grands chênes, au feuillage très sombre. Elle les a donc fait couper. Et la lumière est rentrée. Et 2 semaines plus tard, elle écrivait à son mari Charles, qui était en France, « Pourquoi ne resterions-nous pas vivre ici ?» Mount Stewart l'avait ensorcelée. Et les conditions climatiques étaient réunies pour qu'elle puisse faire pousser toutes ces plantes exotiques? Oui, elle découvre rapidement ce microclimat favorable, où il ne gèle jamais. C'est presque comme vivre sur une île. On a le niveau d'ensoleillement le plus élevé d'Irlande, ce qui n'est pas énorme, et assez de pluie pour que tout pousse. On est juste à côté du loch de Strangford, qui amène un air salin dans cette partie du jardin, jusqu'au lac où nous sommes maintenant. Mais cela n'atteint pas le jardin du Tirnanog, où l'on peut faire pousser des plantes sud-africaines, australo-asiatiques ou sud-américaines. Les jardiniers ont dû dire à Edith qu'il était possible de faire pousser des eucalyptus, des plantes étranges de l'hémisphère sud. Elle s'en est donc donnée à cœur joie. C'est un Metrosideros lucida, l'arbre de Noël en Nouvelle-Zélande. On peut voir ces racines qui poussent à même l'écorce. C'est magnifique. Ce sont des racines qui viennent longer les branches et qui s'accumulent pour fabriquer cette éponge en fait. Le plus beau, ce sont ses fleurs. Il est recouvert de ces magnifiques fleurs rouges. À cette époque de l'année, les abeilles sont tout autour pour essayer de trouver le nectar. C'est absolument superbe. À l'est du lac, Neil et Alan ont créé un jardin de fougères. Fidèle à l'esprit de Lady Edith, ce nouvel espace propose aux promeneurs de découvrir un endroit presque sauvage. Donc ici, vous procédez à des expérimentations dans ce jardin de fougères, qui est un nouveau jardin. Finalement, vous êtes dans la droite lignée de ce qu'appréciait Lady Londonderry, de ce qui l'a motivé dans la constitution de ce jardin. Oui, nous sommes convaincus qu'il y a un lien avec l'œuvre de Lady Edith. Elle aurait aimé ce jardin.
Dans cette partie du jardin, de nombreuses plantes viennent de très loin sur l'échelle de l'évolution. Elles sont plus primitives, elles ont des formes plus simples que les plantes plus évoluées. Si vous regardez dans ces sous-bois, vous avez des plantes comme l'Agathis australis, qui est un conifère très primitif. Lorsque vous entrez dans ce jardin, vous visitez une ère ancestrale qui fait partie de l'histoire de Mount Stewart. Donc à nouveau, ici, Alan, on va retrouver des petites plantes qui poussent localement, comme par exemple ces petits boutons d'or. Et ces boutons d'or vont cohabiter avec des grandes fougères, et notamment ces fougères exceptionnelles, spectaculaires, que sont les Dicksonia, qui sont des fougères arborescentes et qui ne poussent pas n'importe où. C'est grâce à notre climat. Nous n'avons pas de température extrême ni de trop fortes pluies. Elles sont bien réparties sur toute l'année. Ce climat correspond particulièrement bien aux fougères arborescentes. À certains endroits, en Irlande, cette fougère, la Dicksonia antarctica, devient presque sauvage. Au moment de la Grande Famine, des millions de gens ont immigré vers le Nouveau Monde. Au retour, les bateaux ont emmené avec eux les troncs de Dicksonia, qu'ils utilisaient comme ballast. Ensuite, quand ils n'en avaient plus besoin, ils jetaient les troncs que d'autres gens récupéraient pour essayer de faire du feu. Mais ça ne marchait pas tellement, donc ils les jetaient à leur tour. C'est comme ça que la plante a commencé à se propager dans tout le pays. C'est une manière très intéressante de voir comment une plante se déplace à travers le monde. La grande diversité des espèces plantées à Mount Stewart est l'une des caractéristiques du jardin. Les rhododendrons, les lys et les fougères arborescentes sont autant d'éléments du monde fantastique voulu par Lady Edith. Mais cet univers luxuriant est aussi très fragile. Neil, puisque ce jardin s'est constitué autour de la personnalité excentrique de Lady Londonderry, n'est-il pas aujourd'hui devenu un jardin un peu vulnérable depuis sa disparition? Bien sûr, certaines menaces planent sur ce jardin. Mais je pense qu'on a de la ressource pour s'en prémunir. En drainant les parties inondables, par exemple, ou en remontant les plantes les plus évoluées en haut de la colline, où l'humidité du sol sera toujours constante. En faisant cela, on continue à agrandir le jardin dans l'esprit de Lady Londonderry. On a commencé à élaborer de nouveaux espaces, comme le jardin de fougères ou la promenade himalayenne. Ce sont de nouveaux jardins qui sont complètement dans l'esprit des lieux, qui auraient pu être créés par Lady Londonderry si on avait eu le temps. Très peu de gens de sa génération jardinaient à une telle échelle. Surtout quand on voit à quel point chaque partie devait être flamboyante, audacieuse, présentant des combinaisons inhabituelles ou risquées. Lady Edith mettait le courage au-dessus de toutes les qualités humaines. J'espère donc que nous aurons à notre tour le courage de faire des erreurs. Et même si parfois les plantes ne poussent pas de la manière dont on l'espère, il faut juste continuer d'essayer. Elle était humaine, elle aussi. Elle faisait évidemment des erreurs, car c'est une part essentielle de l'art du jardin. On apprend constamment, on augmente ses connaissances et on expérimente. Dès lors qu'on arrivera à conserver cet avant-gardisme, Mount Stewart ira très bien. La sépulture de Lady Edith et de son mari Charles se trouve dans la partie du jardin appelée le Tir na Nog, terre de l'éternelle jeunesse en gaélique.
La personnalité originale et fantaisiste de Lady Edith hantera encore longtemps les jardins et l'ensemble du domaine de Mount Stuart.